La France compte 5 millions de musulmans. C'est la première communauté islamique musulmane en Europe occidentale. Est-ce qu'il faut craindre une montée de l'islamophobie en France après ces événements? Une montée de l'islamophobie. Ah, l'islamophobie. La France, selon M. Squarcini, qui fut directeur des renseignements et de la police française, la France compte 6 millions de musulmans, et c'est-à-dire 10% de la population. C'est le seul chiffre officiel que nous avons, ça étant entendu que de chiffre officiel, on n'en a pas droit. On n'y a pas droit. Donc oui, 10% de la population sont musulmanes. Pour les raisons que je viens d'évoquer, évidemment, ce qu'on appelle l'islamophobie, mais qu'il faut nuancer énormément. C'est-à-dire que ce n'est pas comparable à l'antisémitisme de l'entre-deux-guerres ou de l'avant-première guerre mondiale, qui était idéologiquement extrêmement structuré et qui faisait des Juifs le virus qui tuait l'Europe. Et que la santé, la prophylaxie exigeait qu'on se débarrasse d'eux, d'une manière ou d'une autre. Non, c'est pas comme ça. La relation, il y a beaucoup plus, énormément de relations entre, je dirais, je l'en ai vu, entre des gens du Front National et des musulmans. Vous savez, les gens du Front National sont souvent de milieux populaires. Donc ils vivent à côté des musulmans. Donc leur sœur s'est mariée à un musulman. Donc ils vont en vacances en Algérie. Et pas tous. Mais vous avez ce phénomène. Donc l'islamophobie est un terme dont je me méfierais. Non pas qu'il ne dise pas une réalité, il dit une réalité, une méfiance vis-à-vis de l'islam. Mais vous avez aussi, le racisme est un très gros mot en France. Ce qui n'était pas le cas avant la guerre. Au contraire, le racisme était une exigence du bon sens. Aujourd'hui, être raciste, pour tout Français, dans la langue française ou dans les langues européennes, le mot raciste est un mot ignoble pour celui-même qui le prononce. Donc ça, moralement, ça atténue énormément ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle l'islamophobie. J'éviterai le terme parce que il y a tant de passerelles entre les musulmans et 10% de la population, très souvent populaires, donc mêlés aux classes populaires françaises, que j'éviterai ce terme, mais oui, l'hostilité générale et la méfiance vis-à-vis des musulmans, après ce qui s'est passé le 13 novembre, ça croîtra. Et ça croît. Vous venez fréquemment en Tunisie. Comment avez-vous trouvé le pays? Il n'est pas dans le meilleur état. Je ne peux pas être soupçonné de bénalisme puisque j'ai été pendant 5 ou 6 ans interdit de séjour en Tunisie, sous Ben Ali, les dernières années de Ben Ali, donc je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas sous la tête de Ben Ali, mais vous avez très largement distribué un regret de Ben Ali dans la population tunisienne qui tient à ce que on vivait avec beaucoup moins d'inquiétude, aussi bien économique que sécuritaire, sous Ben Ali. Et ceci n'est pas bon pour la démocratie, parce que les gens finissent par dire la démocratie, c'est pas fait pour nous. Ce qui est faux, c'est utiliser des valeurs universelles. Et l'état du pays, écoutez, par rapport à ce que je vois dans beaucoup de pays aujourd'hui, c'est encore OK. On circule d'un bout à l'autre du pays de jour et de nuit sans problème, dans les villes sans problème. Vous avez certes un très grand nombre de chômeurs, vous avez beaucoup plus de gens qui travaillent. Vous avez peut-être 80% de la population qui est au travail, peut-être 75%, je ne sais pas, je suppose, avec des salaires souvent assez bas, mais dont on se contente et dont on est content. Je rencontrais tout à l'heure une employée qui était à 400 et quelques dinars, 450 dinars chez Orange, et elle était contente. Et
L'état du pays n'est pas désespéré, n'est pas catastrophique, hein, il n'est pas désespéré non plus. Il est extrêmement problématique lorsque vous avez à vos frontières la Libye, c'est le problème numéro un de ce pays, c'est-à-dire un territoire colossal, sans autorité centrale, aucune, même pas locale. Même dans la ville de Tripoli, il y a une dizaine d'autorités qui se concurrencent. Quand vous avez ça à vos frontières, et que vous avez à l'intérieur le bouillonnement souterrain qu'est celui de l'idéologie djihadiste, on peut pour le lendemain, et la préoccupation sécuritaire, évidemment, je ne vous apprends rien, était la meilleure, mais n'exagérons rien, c'est ni catastrophique, ni désespéré. Vous avez fait vos premières armes dans le journalisme il y a une cinquantaine d'années, disons, en Tunisie. Oui. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience? Est-ce qu'elle vous a servi dans votre carrière ultérieurement? J'ai fait oui. J'ai commencé à être journaliste très très tôt. Même mes premiers articles étaient dans Tunissoir, titre aujourd'hui oublié, puis à la presse. Et écoutez, c'est très bizarre. J'étais éditorialiste de la presse sous Bourguiba, et en même temps correspondant du Monde. C'est-à-dire, d'une part, pour un journal extrêmement démocratique, qui était Le Monde, et d'autre part, pour un journal à parti unique, dans un journal d'un pays à parti unique. Je ne faisais pas tellement la différence. C'est-à-dire que je savais ce qu'il fallait écrire pour les uns, ce qu'il fallait écrire pour Le Monde, et ce qu'il fallait écrire pour la presse. Et vous savez, quand vous êtes dans un système totalitaire, vous voyez les journalistes russes, ça m'amusait beaucoup, les journalistes soviétiques étaient des vrais journalistes, car pour savoir ce qu'il fallait écrire, il fallait s'informer auprès des autorités. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceci? J'étais dans la même situation pour la presse, et où j'étais éditorialiste d'un journal à parti unique. Il n'y a pas tellement de différence. Vous savez, on écrit toujours pour un public donné. On écrit pour un public donné. Notre patron, c'est toujours le public. Nous sommes des commerçants à notre manière, nous, des écrivains, disons. Nous vendons de l'information, du texte, de la réflexion. Nous le vendons. Et donc, le client a toujours raison. Et notre maître, c'est le public. Alors, que ce soit d'un côté ou de l'autre, nous avons toujours un maître. Justement, parlons un peu de la Russie. Vous avez été correspondant de l'Observateur dans ce pays. Ce pays intrigue beaucoup. Est-ce que c'est un pays capitaliste? Est-ce que c'est un pays dirigiste? Est-ce que c'est un pays démocratique, autocratique, dictatorial? Qu'est-ce que vous en pensez? Où faut-il le classer? Écoutez, moi j'étais correspondant à New York pendant plusieurs années, puis je suis passé de New York à Moscou. Parce que la mort du communisme était une chose qui me passionnait. Et donc je l'ai vécu. Et là, c'était les années 80, la fin des années 80, Gorbatchev, la chute du mur de Berlin, et l'espérance démocratique, l'espérance de liberté. Une espérance folle. On a vécu 10 ans de mai 68, si je puis dire, c'est-à-dire d'un libertarisme échevelé en Russie. Et un peu comme nous avons vécu en Tunisie 1 ou 2 ans de libertarisme. Et puis, la vague retombe. À l'espoir succède l'autorité. Car on ne peut pas vivre sans autorité. La première des libertés, c'est la sécurité personnelle. C'est la première des libertés.
et que je puisse me promener dans la rue sans être inquiété. C'est la première des libertés. Et évidemment, il y a une demande populaire. Donnez-moi cette liberté, la sécurité. Elle finit par être satisfaite, toujours, par un autoritarisme. Ou alors c'est l'anarchie absolue. La guerre civile sans fin. Heureusement, ça n'est pas toujours le cas, et elle finit par être satisfaite par un autoritarisme. C'est ce qui s'est passé en Russie. En Russie, un appareil secret, successeur du KGB, qu'on appelle le FSB aujourd'hui, et a pris le pouvoir politique. Et le pouvoir politique et le pouvoir policier. La violence et l'idéologie, ils ont pris en main toutes les télés, l'une après l'autre. Je les ai vues sous mes yeux. Il y avait des télés indépendantes, formidables, qui pouvaient raconter tout ce qu'elles voulaient. Puis là, un beau jour, 30 hommes armés venus de Dieu sait où, personne ne savait qui c'était, renvoie tout le monde, s'installe, et c'est Poutine qui a débarqué, et ainsi ils ont pris le contrôle de l'ensemble des médias. Il ne reste plus en Russie aujourd'hui qu'une seule radio, Ramasvi, les Échos de Moscou, un journal, Novaya Gazeta, dont les journalistes sont tués les uns après les autres, et une télévision, Doge de la pluie, qui est sur Internet. Point. Tout le reste est entre les mains de Poutine et de son système du KGB. Donc ils ont repris le contrôle de toute, non pas le pays, non pas la population, la société. Et ils ont fini par prendre le contrôle des esprits, c'est-à-dire de formater les esprits. Ils ont essayé la religion, ça n'a pas marché, et ils ont pris l'orthodoxie, ça n'a pas marché, ils ont pris le nationalisme, ça a marché formidablement. Et aujourd'hui, les intellectuels les plus raffinés, les plus sophistiqués, sont des nationalistes primaires. Et ils ont marché, ils sont formatés, ça marche. L'amour de la terre, l'amour de la patrie, c'est toujours quelque chose d'irrésistible. Et donc, oui, maintenant, ils ont créé un État autoritaire, pas dictatorial totalement, pas du tout totalitaire, autoritaire mais pas totalitaire. C'est-à-dire que vous avez énormément de pouvoirs différents, le pouvoir des entreprises, le pouvoir des magasins indépendants, le pouvoir de certains partis politiques qui restent plus ou moins indépendants, on peut éditer ce qu'on veut, on ne peut pas écrire ce qu'on veut, mais on peut éditer les livres qu'on veut, par exemple. Vous avez des petites marges comme ça, donc c'est pas du tout totalitaire, c'est le régime communiste qui interdit la liberté d'un cireur de chaussures. Même le cireur de chaussures n'a pas le droit d'être libre, il est obligé d'être un cireur de chaussures d'État. Ça, c'est le totalitarisme. Là, non, pas du tout. Même les entreprises les plus puissantes sont privées, même si elles sont un peu sous le contrôle politique, sûrement sous le contrôle politique, mais elles sont privées. Les milliardaires sont légion, tout cela fait beaucoup de pouvoir, qui n'est pas celui de l'État. Donc on ne peut pas parler de totalitarisme, on peut parler d'une sorte de fascisme, avec tout ce qu'il comporte de violence souterraine, mais aussi, à côté, vous savez, l'Italie fasciste, y vivre on n'était pas si malheureux dans l'Italie fasciste. On pouvait vivre dans l'Italie fasciste, on pouvait vivre dans les régimes à parti unique comme la Tunisie, et très bien, de façon très heureuse. La plupart des Russes détestent la situation économique actuelle qui est très mauvaise, vivent très bien leur régime autoritaire. Est-ce qu'il ne faut pas craindre des velléités expansionnistes comme c'est le cas avec l'Ukraine, par exemple? Oui, expansionnisme, il faut essayer, il faut voir de quoi on parle, parce que vous savez, la Russie c'était un empire. Pas la Russie communiste seulement, la Russie, bien avant la Russie du Tsar, était un empire qui allait de Vladivostok à Tallinn, qui allait de la mer du Nord à l'océan Pacifique, dite fuseau horaire, on monte à une époque, fuseau horaire, très loin, qui allait du pôle Nord au tropique. L'énorme pays, le plus grand du monde. Ce pays, cet empire, était constitué d'une quinzaine de républiques, l'URSS. Encore une fois, bien avant le communisme, du temps du Tsar déjà, c'était tous ces territoires-là, c'était la Russie. En 91,
cet empire s'est disloqué. Il s'est disloqué en une nuit. En une nuit. J'étais là-bas. Et c'était 24 décembre, 25 décembre 91. Et 3 ivrognes, Yeltsin et 2 autres, le président de la Biélorussie et le président de l'Ukraine, ont décidé la dissolution de l'Union soviétique. Cet empire colossal, centenaire, est devenu multicentenaire. Du jour au lendemain, s'est disloqué sans une goutte de sang. Quand vous savez le mal qu'il a fallu à l'empire français pour se défaire progressivement et les cris formidables, en une nuit, tout a disparu. Comme par enchantement, cet empire s'est sabordé. Il s'est sabordé. Donc, encore une fois, sans une goutte de sang. Tout à fait exemplaire. Hein. Alors, dire que ça n'a pas laissé de regrets, oui. Dire que l'Ukraine n'est pas, ou la Biélorussie n'est pas d'une certaine manière la Russie, c'est faux. Non, ils sont d'une certaine manière, je définis les Ukrainiens comme étant des Russes qui détestent les Russes. Ils sont largement russes. Les Biélorusses sont des Russes. Biélorusses, ils ont un peu leur langue, un peu, trois écrivains, etc. Mais parfois ils parlent chez eux en russe, parfois, pas toujours. Vous allez à Kiev, ou vous allez à Minsk, j'y étais récemment. Vous allez dans un kiosque à journaux. Tous les journaux sont en russe, tous les magazines sont en russe. Eux qui sont des nationalistes échevelés aujourd'hui, ils ne lisent que le russe. Et donc, vous avez aujourd'hui un retour de bâton après cette dislocation de cet immense empire. Vous avez un retour de bâton et le russe autoritaire d'aujourd'hui réveille le nationalisme russe en s'emparant illégalement de la Crimée, comme ils l'ont fait récemment, pour des raisons purement politiques. Ils n'ont rien à gagner en Crimée, hein. Même Sébastopol, ils ont mieux que Sébastopol, ils ont Novirassi, il y a un port à côté qui est bien meilleur que Sébastopol, ils n'en avaient pas besoin de Sébastopol. Pour des raisons purement politiques, nationalistes, et donc de survie du régime, de force du régime, ils ont mené l'opération criméenne, contre laquelle l'Europe, à juste titre, a dit c'est illégal. Non, il faut des lois internationales, discutons, que tout le monde soit d'accord, oui, mais pas comme ça. Et donc, la crise que nous savons, elle est peut-être en train de se résorber actuellement, mais vous aurez toujours, tout n'est pas fini, le Kazakhstan. Le Kazakhstan est à venir, 30% de population russe, beaucoup plus qu'en Ukraine. Mais il y a une grosse différence entre les uns et les autres. Les uns sont des petits blonds, les autres sont des comme ça. Et le Kazakhstan, c'est une mine d'or qui n'en finit plus de pétrole et de gaz. Donc l'enjeu est colossal. Donc vous risquez d'avoir demain un problème au Kazakhstan, comme vous en avez eu en Géorgie, où ils se sont emparés d'une petite partie. Ils n'ont aucun intérêt. La Russie n'a aucun intérêt à prendre telle ou telle fraction de la Géorgie, des montagnes sans aucun intérêt. C'est le nationalisme, c'est pour réveiller le nationalisme de son peuple et ainsi de le gouverner mieux. Leaders.